Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette quatrième émission déjà de Agriculturez-vous édition 2022, toujours depuis le château de la Greffière à La Roche-Vineuse, que je remercie chaleureusement de nous avoir accueillis. J'ai le plaisir d'accueillir 4 nouveaux invités. On va faire un petit tour de table. Alors Dominique, présentez-vous en quelques mots. Alors, bonjour à tous. Dominique Gonachon, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et responsable institutionnel et partenariat en Saône-et-Loire. Merci Dominique. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, Jérôme Chevalier, viticulteur à Charnay-les-Mâcons et je suis le président de l'Union des producteurs de vin Mâcon. Merci. Bonjour Richard. Bonjour à tous, je suis Richard Goya, président de la cave des Grands Crus Blancs à Vinzelles et je suis également viticulteur. Merci. Bonjour. François Bonnetin, je suis là en tant que vice-président de la communauté de communes du Clunisois, chargé de l'agriculture, de l'environnement, des forêts et de l'alimentation et par ailleurs agriculteur en retraite depuis 3 ans. Plein de sujets. Alors là, le sujet du jour, ça va être le no-tourisme et la vente directe. On va savoir un petit peu c'est quoi le no-tourisme, c'est quoi la définition de la vente directe, comment on trouve des bons produits en Saône-et-Loire, comment les agriculteurs et les viticulteurs s'organisent justement pour les produire et vous satisfaire. Mais avant ça, on va regarder un portrait d'agriculteur, Adrien Martineau de Prissé, viticulteur à la cave des vignerons des Terres Secrètes. Je me présente, Adrien Martineau, donc j'ai 24 ans. Je me suis installé le 1er avril 2017 au sein de la société avec ma mère et mon frère. On est coopérateur au vigneron des Terres Secrètes à Prissé et on exploite 45 hectares sur différentes appellations qui sont Saint-Véran, Mâcon Village, Bourgogne-Aligoté, Bourgogne Rouge et Mâcon Rouge. Je me suis installé dans une société qui était déjà créée. Donc mes parents étaient déjà coopérateurs et donc nous on a pris la suite derrière avec mon frère et on a voulu garder cet engagement au sein de la coopérative car on y a un attachement personnel et on a aussi des aides en tant que jeunes, que ce soit pour les rémunérations qui peuvent être avancées et après parce qu'on arrive à faire malgré tout un peu ce qu'on a envie, arriver à prendre des décisions et à être impliqué dans notre cave par le biais du groupe jeune. C'est une cave qui est dynamique, avec des jeunes dynamiques et qui ont de l'envie. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. On vend nos vins de 2 façons, une en export et l'autre en bouteille. On produit entre 5 et 6 millions de bouteilles sur notre cave et une partie est vendue au magasin. On tient le caveau par alternance entre viticulteurs tous les week-ends, ce qui nous permet d'avoir le contact avec la clientèle sur nos prix de vente pour la vente directe justement et d'avoir ce lien avec le client et le viticulteur. On a 2 cuvées, une qui s'appelle Révélis, qui a été conçue et créée avec le groupe jeune et les salariés de la cave. Après, on a une autre cuvée qui se prénomme Cerceau, qui est en fait la continuité de la cave. C'est une cuvée qui est 100% éco-conçue. Au final, la cave, c'est la continuité de notre exploitation. C'est notre outil de production. Il ne faut pas hésiter à venir déguster nos vins à Prissé, aux Terres Secrètes. De retour sur le plateau d'Agriculturez-vous, donc je me tourne vers Richard. Vous êtes aussi viticulteur et en cave coopérative. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots justement votre domaine et votre cave, s'il vous plaît? Oui, alors la cave se compose de 120 hectares pour 80 associés coopérateurs. D'accord, donc des viticulteurs et des propriétaires. associés. Voilà. Et nous vendons 60% sur place.
avec le no-tourisme. Vous êtes vous-même exploitant agricole, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, C'est oui, ça. tout Donc à fait. vous avez votre propre Oui. exploitation. Oui. Et ensuite J'ai une exploitation de 9 hectares, Ouais, très bien. qui est tout en cave, bien sûr. Et puis, après, donc 60% sur place. Et on est situé à 5 km de l'autoroute, 3 km du TGV. Donc, on a un bel emplacement. On a une clientèle locale et beaucoup de touristes l'été et l'hiver. Vous vendez qui quoi s'arrêtent. comme vin? Nous vendons tous les Macons, Macon Vinzel, Macon Locher, des Pouilly Vinzel, Pouilly Locher, Pouilly Fuissé, Saint-Véran. Donc ça fait belle une belle carte. gamme. Maintenant, on se diversifie dans plusieurs aussi cuvées. En fût de chêne, on est passé HVE et on a lancé notre première cuvée bio cette année. Et alors donc du coup, si je comprends bien, vous êtes classé dans la vente directe, puisque du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes vous-même la cave. Tout à fait. Oui, oui, c'est de la vente directe en boutique. Ça vous trouve en arrive boutique. de vendre aussi, d'être dans la boutique ou de faire des animations? Oui, on fait comme ça plusieurs animations au cours de l'année. Donc nos portes ouvertes surtout en décembre et au cours de l'été, on fait plusieurs manifestations tout au long de l'année. Donc si je viens, en fait, vous serez peut-être derrière le comptoir à me faire déguster votre... Tout à fait, votre ça vin, peut arriver. me Oui, l'expliquer, ça peut arriver. C'est pas tous les me jours, mais ça peut l'expliquer arriver. En direct. Voilà. Oui, mais parce que vous tournez du coup. Voilà, on tourne aussi. C'est ça la vente directe aussi en cave. Voilà, et ça D'accord. permet aux clients d'expliquer aux clients notre métier aussi. Jérôme, une petite question, parce que c'est le même principe au niveau de la cave de Charnay, qui s'appelle les Orfèvres du vin maintenant. Présentez-vous déjà au niveau viticulture, et puis ensuite on parlera de la maison des vins. D'accord, donc Jérôme Chevalier, ce que je disais tout à l'heure, c'est viticulteur à Charnay, donc la cave des Orfèvres du vin. J'ai 25 hectares avec mon frère, donc 100% vinifié à la cave. Donc c'est un peu aussi le même profil que Richard, hein. On a des animations, on a des tours de permanence les dimanches, donc c'est ce qui fait aussi le charme d'avoir ce contact avec le consommateur, avec le client. Et c'est pas parce qu'on est en cave qu'on livre juste nos raisins et que après on se dit bah la cave va gérer. Non, ce qu'on veut, et je pense que Vinzel ou les autres caves, Terre Secrète, on a vu un beau reportage tout à l'heure, c'est que on a ce lien avec le client et qui est fort, et les jeunes encore plus. Et quand il est là, le client il aime bien le dimanche, bien souvent, il veut avoir des viticulteurs pour ce lien, pour dire comment vous faites ces cuvées, pourquoi vous les faites, quel terroir, quelle typicité. Donc c'est aussi ça, et je sais pas pour sous-estimer le travail des vendeuses ou des employés des caves, mais c'est très important, et les gens ils veulent savoir, ils veulent mettre une image, ils veulent une identité sur, et c'est un travail qui a été fait depuis longtemps. Et on pourrait y revenir après. Je vais déjà peut-être poser la question, parce que tout le monde connaît l'appellation Macon, mais en fait, c'est quoi son histoire en tant que président de l'Union des producteurs? C'est quoi l'histoire des vins Macon? L'histoire des vins Macon, ça remonte à 37. Elle existe depuis 1937. C'est aujourd'hui 4300 hectares de vins blancs. C'est à peine 300 hectares de vins rouges, puisque les rouges, c'est vrai que ça fait quelques années où les Macons rouges s'arrachent ou se renouvellent pas. Le blanc a quand même plus le vent en poupe. On est quand même vraiment une région de vins blancs. On a la proximité du Beaujolais qui fait aussi que les vins rouges, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est 27 noms de communes. Ça, c'est très, très important. On a voulu défendre ces noms de communes quand on a refait les cahiers des charges. Il y a eu des rapprochements entre villages. Il y a des gens qui ont voulu garder leur nom, ce qui est louable, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on communique beaucoup là-dessus. L'appellation Macon, de par son positionnement, c'est une appellation régionale par rapport à la Bourgogne. On est à 100% dans la Bourgogne, on en est fiers. On insiste sur ce mot Bourgogne puisque c'est notre faire-valoir. Aujourd'hui, les clients, comme disait Richard, les touristes qui passent à Macon, puisque Macon est quand même sur un secteur ou un tracé qui est quand même important, nord-sud. Parce que Richard disait que l'emplacement était très important, et on est bien placé justement nord-sud. Est-ce qu'il n'y a pas justement cet emplacement qui a joué sur la réputation avec Lyon, avec la maison des vins Macon? Alors oui, ça a joué. Ce qui a joué aussi, c'est aussi la qualité des vins qui a augmenté. Parce qu'il y a eu un travail énorme depuis 15-20 ans de tous, et les caves et les particuliers, il y a eu un énorme travail de fait sur l'environnement, sur l'enherbement, sur plein de choses. Et c'est ce qui a fait la renommée des vins. Parce qu'on a beau avoir un emplacement idyllique, c'est vrai qu'il est bien, mais si le vin n'est pas bon, s'il est cher, tout ça, aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la richesse et qu'est-ce qui fait la notoriété des vins Macon? C'est son rapport qualité-prix. Ça, c'est primordial. C'est que c'est des vins qui sont abordables et qui sont de très bonne qualité. C'est reconnu dans le monde entier. On l'a même vu pendant le Covid. C'est que c'était les vins Macon.
la bulle qui se dégageait vers le haut parce que les autres, les grands crus, je crache pas sur les grands crus, au contraire, il y en a besoin d'eux, c'est eux qui nous tirent vers le haut. Mais c'était quand même, on voyait que quand il y a les gens un peu moins d'argent, surtout qu'en ce moment on est dans une période un peu plus dure, les vins C'était parfait. abordables sont meilleurs. Et Richard, alors du coup, vous avez quel type de clientèle qui vient à la cave, du coup plutôt des locaux, plutôt Alors, des on a touristes on a une grosse clientèle locale, oui, tout à fait. Ouais. Et on a beaucoup de touristes aussi de passage. Vous les fidélisez avec, donc justement, vous misez aussi tout sur la qualité, c'est ça, le Oui, rapport oui, le qualité-prix rapport qualité-prix, comme disait Jérôme, c'est très important. Et puis l'accueil, qui est très important aussi. Il faut savoir recevoir les clients. Maintenant, il faut. Et donc, du coup, l'accueil, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et justement, Jérôme, il y a aussi un projet un peu fou quand même qui est en préparation. La fameuse Cité des Vins. Alors, les fameuses Cités des Vins, mais on va parler surtout celle de Mâcon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il est plus qu'en préparation, il est Oui, bientôt il est abouti. plus qu'en préparation. Oui, C'est quand l'ouverture déjà? Ça sera fin février, début mars 2023. Avec normalement, on aurait pu ouvrir fin d'année 2022, mais bon, c'est pas la période idéale, donc on a préféré reporter. On donne rendez-vous à tout le monde. Voilà, fin février, début mars, je sais pas la date exacte, mais ça va être dans ces eaux-là, quoi. Non, c'est un projet qui est pas fou, c'est un projet qui remonte à entre 6 et 8 ans, qui a mûri un petit peu. On se disait Mâcon, on était toujours en disant Mâcon, on n'a pas grand-chose, hein. On a la Saône, on a les accès, mais le vin, on n'en parle pas assez. Et il y a une idée qui a germé à Beaune, puisqu'on sait que Beaune, c'est la capitale de la Bourgogne, au niveau du vin. Et on se disait, ouais, mais bon, Beaune, c'est bien, c'est très bien, il y a des bons vins, mais nous, Mâcon, on va être les parents pauvres. Donc, au départ, c'était une cité sur Beaune, puis rien d'autre ailleurs. Après, Chablis, nos copains de Chablis ont dit pareil, on a beau s'appeler Chablis, on voudrait avoir notre cité. Donc, il y a eu cette idée d'avoir 3 cités, avec une cité quand même un peu plus importante qui est Beaune, Chablis et Mâcon. Donc Mâcon, maintenant, c'est sorti de terre, hein, c'est bientôt ouvert. Ça va être la cité de la Saône-et-Loire des vins du Mâconnais, hein, parce que on peut pas zapper, même si la côte chalonnaise sont un peu plus proche de Beaune que de Mâcon, mais ça sera quand même, puisque le département nous suit, ça sera quand même toute la Saône-et-Loire. Et ça sera quand même un focus sur les vins du Mâconnais. C'est attirer le client, parce que le client, le visiteur, on se rendait compte qu'il passait, mais il restait pas. Il pouvait prendre un carton n'importe où, mais il connaissait pas les terroirs, il connaissait pas les appellations, il connaissait pas tout ça. Donc on voudrait le capter un petit peu, rester aussi dans la ville ou aux alentours. On a quand même une région qui est magnifique, donc il faut qu'on en profite. Et ce lieu, cette cité des vins qui est à l'emplacement à côté de la maison des vins, qui est quand même un endroit où il y a beaucoup de monde, hein. C'est au niveau touriste, c'est très très important. C'était les bureaux du BIVB. Et ça va être un lieu de découverte. C'est un parcours qui va être sur 600 mètres carrés à peu près, avec un espace de découverte, avec des strates, avec l'explication des terroirs, l'explication des appellations, un petit coin ludique pour les enfants, puisque c'est important pour les visiteurs. Et puis après, le visiteur aura le choix de pouvoir faire des dégustations, de pouvoir s'arrêter un petit peu plus longtemps avec un ticket qui sera un peu plus élevé. Et puis, s'il veut acheter 1 ou 2 bouteilles, ça sera vraiment très, très limité. 1 ou 2 bouteilles, des souvenirs, des goodies, ça c'est important. Mais après, le but, et moi ça j'y tiens, et depuis le début je martèle ce message, c'est que le but c'est de faire découvrir notre région et renvoyer les visiteurs dans les domaines, que ce soit les caves coopératives, les particuliers, mais c'est bien leur faire découvrir le terroir, le territoire et les renvoyer chez les viticulteurs. Du coup, là, on est en plein dans l'œnotourisme, la pédagogie pour expliquer un petit peu justement toute la complexité quand même quelque part des vins de Bourgogne et des vins de Mâcon. Vous voyez ça d'un bon œil, du coup, l'arrivée d'une cité des vins à Mâcon? Est-ce que ça va vous aider aussi justement au commerce, à développer des projets, Richard? Écoutez, on l'espère en tous les cas, on mise gros dessus, hein, ce qui est logique. Après, comme disait Jérôme, c'est vrai que ça peut permettre de faire découvrir, d'intéresser plus de gens. Le but, c'est d'avoir les clients qui reviennent vers nous, vers tout le monde, et on verra ce que ça donne, mais c'est une très bonne chose. Super. Je me tourne vers François. François, alors déjà, on va quand même faire un petit clin d'œil à l'ancien métier, même si c'est jamais bien loin, c'est jamais fini. Présentez-vous et peut-être là, votre structure, le GAEC Copex, où vous travaillez. Alors, donc, moi, j'ai passé ma carrière pendant 37 ans au GAEC Copex.
Et sur les 15 dernières années, on a monté un labo de transformation de fruits rouges principalement, avec une gamme de sorbets, pâtes de fruits, coulis, jus de fruits. Donc à Thésée. À Thésée. Et donc, oui, je pense qu'on a fait ça au bon moment, le moment où les gens avaient envie de retrouver de la vérité dans les produits, d'avoir le producteur en face. Et donc, on a commencé à commercialiser en faisant les marchés, les salons. Et ensuite, on s'est dit que la distribution, il y a des gens qui savaient faire, surtout chez nous. Là, on a des super. Et donc, on a décidé d'aller à la fois dans les magasins de producteurs et à la fois dans la grande distribution avec ceux qui voulaient bien faire en sorte de ne pas discuter le prix, mais qui voulaient en mettre en avant. Et je pense que c'était du donnant-donnant. Et ça a bien fonctionné de ce côté-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos produits, les gens ne sont pas obligés d'aller à Thésée pour acheter, mais ils le trouvent dans tout le Mâconnais clunisois et au bord de Saône de l'autre côté. Vous avez été dans les précurseurs vraiment là-dessus. C'est vrai que c'était assez novateur de retourner, entre guillemets, dans tous ces circuits, quoi. Oui, mais en même temps, je pense, nous, on a pensé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Nous, ça a été notre choix stratégique en termes de commerce. D'autres font de la vente directe, mais font plus la stratégie des marchés. Après, il faut savoir que la transformation, c'est de la création d'emplois et c'est beaucoup de temps passé. Donc, si on peut économiser en temps commercial, c'est aussi une manière de pouvoir mieux produire derrière, quoi. Et donc, du coup, maintenant, vous êtes élu au niveau de la Comcom en Clunisois. Oui. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est Melting Popote. Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'adore le nom, ça me fait... Franchement, j'adore. Melting Popote, j'adore. Mais surtout, c'est super sérieux et c'est super intéressant derrière. Expliquez-nous le concept un petit peu. La démarche de la communauté de communes du Clunisois, c'est avant tout, et on le concrétise aujourd'hui à travers un pôle alimentaire territorial, l'idée, c'est de relocaliser une partie de l'alimentation. Toujours sur le même thème, c'est que retrouver une proximité avec le consommateur et donc aussi permettre des installations autres dans le Clunisois. On a la chance d'avoir, des installations un peu diversifiées depuis longtemps, mais malgré tout, la majorité, c'est soit de la viticulture, soit du charolais. Oui. Et donc, c'est vrai que depuis 30 ans, on a perdu toutes les ceintures légumières dans toutes nos grandes villes. On a préféré mettre des maisons dessus. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve tout ça. Et l'objectif, c'est donc il y avait un certain nombre de... Il y avait aussi des gens qui voulaient diversifier. Et donc l'idée, c'est de dire, la communauté de communes va servir de levier et permettre à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans la transformation de pouvoir le faire à travers un outil collectif, de façon à ce que s'ils arrivent à vraiment développer leur marché, etc., à ce moment-là, ils auront les moyens d'investir dans un laboratoire, dans une unité de transformation. Autrement, au moins, ça leur permet déjà de se lancer, de tester leur marché, de tester leurs produits. Et puis, comme à travers cet outil, on produit aussi des repas pour les écoles, ça fait toujours un pied de cuve, c'est-à-dire que le producteur qui amène sa viande à transformer, il y a une partie qui est prélevée et qui est directement consommée par les enfants. Et donc voilà, l'idée c'est ça. En sachant que pour gérer ça, la communauté de communes, nous, on a toujours dit, pas question que ce soit nous en régie, mettre d'embaucher des gens pour le faire. Donc en parallèle de la conception, de la construction collective de ce laboratoire, s'est montée une association qui s'appelle Melting Popote, et c'est cette association qui est appelée à être transformée soit en SCOP, soit en SIC, enfin on verra pour la suite, qui gère et qui produit et qui accompagne. Donc aujourd'hui, on a 3 personnes qui travaillent dans ce labo, un boucher, ouais, qui fait la découpe. Donc les producteurs amènent leur carcasse, les font découper, participent bien souvent à la mise sous vide et en sachet. On a un cuisinier qui est aussi chargé de faire les transformations pour les jardins de cocagne, par exemple, pour ceux qui veulent transformer tout ce qui est produit végétal. On a un labo de transformation pour les producteurs d'escargots, qui fonctionne que sur la fin de
de l'année. Donc après, ça peut être réutilisé pour d'autres productions. Et puis on a la partie légumerie, un atelier viennoiserie, mais qui pour l'instant fonctionne à minima. Un vrai incubateur agricole qui permet de mettre le pied à l'étrier pour justement aussi développer des recettes. Et puis on a un certain nombre d'agriculteurs qui transformaient, donc qui faisaient abattre à Paray, à Charlieu ou à Bourg. Et donc aujourd'hui, et qui faisaient abattre et transformer. Et donc du coup aujourd'hui, ça leur économise des kilomètres. Ils participent, ils voient ce qu'ils font et ils sont plus maîtres du produit final qu'ils ont. Et ça, c'est important. Et en parallèle de ça, aujourd'hui, il y a toute une réflexion et un groupe d'agriculteurs qui sont en train de réfléchir à un abattoir de proximité. Pour aller abattre les bêtes dans les exploitations, les ramener sur un centre dans lequel elles seront finies de travailler, mises en frigo, etc. L'idée, c'est vraiment de redynamiser la logique locale. Donc là, vraiment, on est sur les circuits courts, même au-delà de la vente directe, on arrive vraiment sur quelque chose de très, très local. Merci François. Je me tourne vers Dominique, parce que du coup, il y a quand même un canal qui est plus récent, on va dire, mais qui est tout aussi important surtout ces dernières années. Parlez-nous un petit peu de Grand Village. Ah oui, alors, déjà, c'est pas tout à fait naturel que Groupama soit présent au niveau finalement de cette vente dans les circuits courts, mais finalement, nos valeurs, c'est aussi de participer à ce que vous expliquiez à l'instant, cette dynamique des territoires, et de participer à la dynamique des gens et des initiatives qui nous environnent. Et Grand Village, tout simplement, c'est une plateforme qui va permettre de mettre en relation les producteurs en circuit court avec les consommateurs, monsieur et madame tout le monde. Donc pour le consommateur, ça lui permet finalement de découvrir un petit peu la diversité des productions qu'il peut avoir à proximité, un petit peu comme on pourrait le faire sur une place de marché traditionnel, mais finalement, avec quelques clics, on peut avoir accès à tous les producteurs inscrits et dans toute leur diversité. Et puis, bien évidemment, pour le producteur, c'est lui apporter une vitrine complémentaire, donc pour pouvoir vendre ses produits. Et puis, avec aujourd'hui une application qui a évolué et qui est complètement adaptée à ce métier de la vente directe. Qu'est-ce que vous appelez évoluer du coup ? Alors, effectivement, Grand Village, c'est une application qui existe depuis 2013, qui était historiquement plutôt une plateforme de visibilité. C'est-à-dire que le producteur pouvait mettre en avant ses produits, inscrivait ses coordonnées et puis charge au consommateur de se déplacer. Aujourd'hui, c'est un véritable outil à disposition des producteurs dans lequel on pourra faire de l'achat en ligne et payer directement, avec soit de la livraison directement chez le producteur, mais aussi en partenariat avec Chronopost, faire de la livraison, qui peut avoir aussi tout son intérêt pour des consommateurs de passage qui auraient découvert des produits locaux, soit du viticole ou autre, et pouvoir continuer à commander. Et puis, tout un tas d'aides à la gestion, que ce soit la facturation ou autre. Donc tout le monde est sécurisé, c'est une très bonne plateforme, une très bonne adresse alors. Alors, c'est une très bonne adresse, effectivement, et qui amène un véritable plus. C'est vrai que ça apporte de la visibilité sur l'exploitation. C'est le métier de l'exploitant, toujours. C'est déjà de la production. Donc, la vente en ligne, c'est quand même un métier particulier. Donc, c'est vrai qu'on offre ce service. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, avec l'évolution Grand Village Plus, on facilite très clairement la mise en relation et la mise en relation économique, de la découverte à l'achat. Merci. Je crois qu'on a fait un bon tour de toutes les possibilités de nos tourismes et de vente directe et de circuits courts. Dans tous les cas, maintenant, on n'a plus de raison de ne pas manger et ni de boire de bons produits locaux. Ça, c'est clair. Merci. Avant de nous quitter, donc, on va voir une recette de cuisine, une blanquette de veau aux poireaux, carottes et champignons.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette dernière émission Agriculture et vous en direct du château de la Greffière à La Roche-Vineuse. Avant de nous quitter, je remercie encore mes 4 invités. Je remercie aussi nos partenaires, Groupama, le département de Saône-et-Loire, la Chambre d'agriculture et le Crédit Agricole, mais aussi également Interbev pour la recette ou les AOP gourmandes. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée.